Dans l'épisode précédent, Pietro, l'assassin le plus fort et le plus dangereux de la planète, est trahi par l'organisation qu'il avait loyalement servi pendant des années. Le vieil homme, souffrant d'une maladie mortelle, est traqué par des milliers de chasseurs de primes. Mais par miracle, et alors qu'il était blessé et mourant, le destin lui offrit une seconde chance. Désormais muni de l'expérience d'un vétéran et de la force d'un jeune homme, il fait le serment que sa vengeance sera impitoyable. Sang-Soo et ses compagnons arrivèrent sur les lieux de la mission, un parc d'attractions bondé de monde, dans lequel un défilé semblait avoir lieu, avec des danseuses portant des tenues colorées. Les frères Doggo, observant les danseuses avec étonnement, prétendaient que s'habiller ainsi n'avait rien de divertissant. Mais lorsque l'une des danseuses les salua, ils étaient trop envoûtés par sa tenue pour répondre à son salut. Tout le groupe portait des articles du parc d'attractions pour se fondre dans la masse. Et alors que Sang-Soo était accosté par des filles qui voulaient son numéro, Yuna réfléchissait intensément à la manière de mener à bien leur mission. Quelques heures plus tôt, l'instructeur leur avait indiqué l'endroit où le fils du président avait été kidnappé. Il leur montra la photo du garçon, ainsi que d'autres détails sur les écrans, et les informa que leur travail consistait à sécuriser l'otage et à neutraliser son ravisseur. Yuna sortit la carte du parc. Le garçon avait été vu pour la dernière fois dans les alentours. Elle examina attentivement la carte, se demandant où il pouvait être à présent. Elle n'était même pas sûre s'il était encore en vie. Yuna leva les yeux vers Sang-Soo. Elle se demandait s'il pouvait trouver une solution à leur situation actuelle, car d'habitude, il semblait presque tout savoir. Soudain, Sang-Soo lui indiqua une direction, proposant d'y commencer leur enquête. Le groupe se dirigea alors vers l'une des attractions du parc. Une fois sur place, l'employé en charge s'excusa de ne pas les laisser entrer. L'attraction en question nécessitait une réservation. Les deux frères étaient déçus, et l'employé les invita à utiliser l'application pour réserver leur place. Il était extrêmement clair qu'ils n'avaient pas l'habitude des parcs d'attractions. Sang-Soo était complètement largué. Après tout, c'était un vieux de 70 ans dans le corps d'un jeune homme. Pendant ce temps, Yuna, qui avait installé l'application du parc, découvrit que les attractions les plus populaires, comme Atlantis ou la maison hantée, étaient complètement pleines. Hyung, voyant Yuna absorbée par l'application, lui reprocha de ne pas se concentrer sur la mission. Elle n'était visiblement pas faite pour le domaine. Quelques instants plus tard, lui et son frère étaient tellement absorbés par les attractions qu'ils avaient complètement oublié leur mission. D'abord sur un carrousel, frappant les chevaux jouets comme s'ils étaient réels. Leur comportement surexcité choquait les enfants autour d'eux. Ensuite, ce fut au tour des autotamponneuses. S'imaginant être des légendes de Formule 1, ils coursaient des enfants ayant la moitié de leurs âges. Pendant ce temps, Yuna et Sang-Soo se dirigèrent vers un stand de tir. Le manager leur expliqua les règles. C'était très facile. Il fallait tirer sur des cibles pour gagner un prix. Mais intérieurement, ce dernier était très excité. Ces jeunes idiots n'arriveront jamais à gagner à son jeu, qu'il avait soigneusement truqué. Yuna se saisit de l'arme, se lamentant de ne jamais avoir utilisé de faux fusils. Le manager, cachant son excitation, l'encouragea à essayer. Quelques instants plus tard, il était à genoux, choqué de voir que la jeune fille avait remporté tous les gros prix du jeu. Cette dernière était toute contente, ne réalisant pas son exploit. Plus tard, Sang-Soo, plongé dans ses pensées, fut interrompu par Hyung, qui l'invita à les rejoindre pour un autre tour. En les regardant, il réalisa que c'était probablement leur première fois dans un parc d'attractions. Comme tout enfant de l'orphelinat du Glory Club, ils avaient sûrement eu une enfance difficile, tout comme lui. Il les regarda pendant un instant, puis décida de les laisser s'amuser. Après tout, nul ne savait quand il pourrait s'amuser de la sorte, dans le futur. Peu de temps après, Yuna s'assit sur un banc, grignotant comme d'habitude. Soudain, elle reçut une notification sur son téléphone, indiquant qu'elle détectait des AirPods appartenant à un dénommé Choi Yunel. Elle se souvint que c'était le nom du fils du président qu'ils étaient censés sauver. Yuna réalisa que le garçon devait être quelque part, autour de sa position actuelle. Sans perdre de temps, elle se leva et commença à chercher d'où provenait le signal. L'atmosphère devint bizarre lorsqu'elle se rendit compte que le signal provenait des toilettes des femmes. Quelqu'un les avait peut-être ramassés, ou alors ils appartenaient à quelqu'un d'autre, portant le même nom. Yuna se demanda si elle devait appeler les autres en renfort ou gérer la situation elle-même, et se décida finalement sur la deuxième option. À l'intérieur, elle ne vit rien d'anormal. La seule personne présente était une femme qui se maquillait. Mais une chose était inhabituelle. Le signal s'intensifiait et Yuna était sûre qu'il provenait de cette femme. Elle décida de lui demander et s'approcha de la femme, se rappelant de sourire pour ne pas l'effrayer. Elle lui demanda d'où venaient ses AirPods, mais son sourire était extrêmement malaisant et provoqua l'effet inverse. La femme était instantanément terrifiée et se mit à crier de frayeur. Son copain sortit soudainement d'une des cabines en entendant ses cris. La femme prétendit que Yuna était une folle qui voulait l'agresser, laissant cette dernière abasourdie. Ce n'était pas du tout son intention. Le compagnon de la femme se tint devant Yuna pour la confronter. Elle avait une belle gueule, mais dire que c'était un pickpocket,
Yuna tenta de s'expliquer, c'était simplement un malentendu. Mais l'homme l'ignora et s'avança vers elle, d'un air menaçant. Il essaya de la frapper, mais Yuna esquivait toutes ses attaques. La femme tenta de l'arrêter, elle ne voulait que des excuses, mais l'homme insistait pour lui donner une bonne leçon. Pendant ce temps, à l'extérieur, Jay se demandait où était Yuna, car il ne l'avait pas vue depuis un moment, et Hyung suggéra qu'elle était probablement en train de manger quelque part. Il demanda ensuite à Sang-soo s'il l'avait vue, et ce dernier répondit qu'il ne l'avait pas vue, mais assura aux deux frères qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle. Au même moment, Yuna faisait face à son agresseur. Puis d'un saut impressionnant, elle esquiva son attaque, en sautant par-dessus son épaule. S'installant sur son dos, elle le tint dans une prise maîtrisée et pointa l'extrémité de sa sucette vers son oreille sans défense, l'obligeant à se calmer. Elle avait réagi sans trop y penser, mais cela avait failli lui coûter son oreille droite. Ensuite, ignorant l'homme qui tremblait de peur, elle fit face à la femme et lui demanda cette fois-ci sans un sourire d'où venaient les AirPods. Cette dernière, cédant à la pression, se mit à parler. Plus tard, Yuna retrouva les garçons à l'extérieur et vit que Sang-soo attirait toujours autant l'attention de la foule, qu'importe l'endroit. Elle leur fit part de ses trouvailles et révéla que les AirPods appartenaient au fils du président et qu'elle savait où ils avaient été perdus. Entendant cela, Sang-soo affirma qu'il avait pensé au même endroit. Il y avait toujours beaucoup de monde dans un parc d'attractions, et le seul endroit où une personne pouvait disparaître était un endroit qui rendrait normal le comportement d'un kidnappé. Cela devait être un endroit où il n'était pas étrange de crier ou de sauter sur quelqu'un. Sang-soo montra ensuite son téléphone. L'onglet de réservation de la maison hantée indiquait qu'elle était réservée pour la journée entière, mais il n'avait vu personne y entrer. Il était sûr que les otages étaient retenus dans la maison hantée. Peu après, le groupe se dirigea vers l'entrée et ils ouvrirent le portail. Comme d'habitude, les frères Doggu prirent les devants. En marchant dans le couloir effrayant, la voix de Hyung était sérieuse. Ils ne savaient pas ce qui les attendait à l'intérieur, qu'ils le suivent prudemment. Yuna se retourna vers ce dernier. Il pourra dire une chose pareille quand il parviendra à lâcher ses vêtements. Embarrassé, Hyung prétendit qu'il surveillait ses arrières, mais tout le monde savait qu'il était juste effrayé, alors que les deux se chamaillaient comme des enfants à l'arrière. Sang-soo resta concentré sur la mission, menant la marche. Ils avaient parcouru une dizaine de couloirs, et il trouvait étrange qu'il n'y avait personne dans les alentours. Marquant un silence, il dit soudainement aux autres de se préparer. Leur mission était sur le point de commencer. Un nuage de fumée se mit alors à submerger le couloir, se dirigeant lentement vers le groupe. Les deux frères étaient inquiets et se tournèrent vers Sang-soo. Allait-il s'en sortir? Sang-soo leur répondit mystérieusement qu'ils avaient déjà parcouru la moitié du chemin. Il se rappela les paroles de l'instructeur. Leur mission était de récupérer les otages et d'appréhender le criminel. Et pour ce faire, ils devaient se laisser kidnapper. Ils tombèrent au sol, l'un après l'autre, et Hyung essaya de résister, mais ses paupières étaient lourdes. Alors qu'il perdait conscience, il entendit des bruits de pas et aperçut une silhouette s'avancer vers lui. Au même moment à l'école, une porte s'ouvrit soudainement et l'instructeur entra dans une classe où son assistant supervisait la mission du groupe. L'instructeur était alarmé. Il demanda à son assistant de contacter les élèves en urgence. L'assistant ne comprit pas la raison de son agitation, mais il s'exécuta. Cela dit, personne ne répondait à son appel. La voix de l'instructeur devint sombre. La mission n'était pas aussi simple que prévu. Le kidnappeur n'était autre que Park Sang-do, un ancien membre du Glory Club. À l'époque, il était déjà assez fort pour être considéré comme candidat au statut de disciple. Mais c'était un fou furieux et l'organisation, ne pouvant pas le contrôler, décida de s'en débarrasser. Avec un sourire incertain, son assistant tenta de le rassurer. Leurs élèves n'étaient pas si faibles, ils étaient bien formés et pourront sûrement s'en sortir. Mais l'instructeur secoua la tête. Son expression s'emplit de peur et de la sueur froide coula sur son front alors qu'il se remémorait l'incident d'il y a des années. Inconsciemment, il toucha sa jambe et l'assistant comprit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Dans une pièce cachée de la maison hantée, plusieurs valises étaient empilées dans un coin. Dans cette même pièce se trouvaient Sang-soo et Yuna. Ils n'étaient pas blessés, juste endormis et attachés à une poutre. Au même moment, une voix enjouée se fit entendre. Il l'avait endormi avec du chloroforme, une matière fréquemment utilisée dans les films. Cela dit, c'était étrange. D'habitude, quand une personne s'endormait sous l'effet du chloroforme, elle dormait avec la bouche ouverte. Pendant ce temps, à l'école, l'assistant regardait l'instructeur d'un air choqué. Il comprenait à présent pourquoi ce dernier était si inquiet. L'instructeur avait sa jambe artificielle, posée sur le bureau. Sa jambe manquante témoignait de la brutalité de Park Sang-do. C'était un homme extrêmement cruel, et si leurs élèves venaient à tomber entre ses mains, il allait se faire un plaisir de leur couper les jambes. Le pressentiment de l'instructeur était exact, car au même moment, Park Sang-do, qui avait remarqué que Yuna faisait semblant de dormir, tendit sa main vers elle, d'un air menaçant. Mais soudain, le téléphone de la jeune fille se mit à sonner, interrompant l'homme dans son acte.
Curieux, il s'empara du téléphone et accepta l'appel. De l'autre bout du fil, la voix glaciale de l'instructeur retentit. S'il touchait à ne serait-ce qu'un cheveu de la tête de ses élèves, il mettra sa vie en jeu pour le tuer. Park Sang-do n'était pas du tout effrayé par les menaces de l'instructeur. Il l'adressa comme un aîné, lui demandant pourquoi il parlait de choses aussi effrayantes. Aurait-il peur que ses élèves subissent le même sort que lui? L'instructeur était furieux, criant de toutes ses forces qu'il lui ferait payer. Mais Park Sang-do l'interrompit. Il semblait prendre plaisir à la situation et proposa un pari morbide à l'instructeur. Pouvait-il deviner combien de jambes de ses étudiants resteront intactes après leur petit jeu? S'il devinait correctement, le fils du président serait épargné. Mais s'il venait à se tromper, les conséquences seraient terribles. La voix de Park Sang-do était extrêmement enjouée. Tout cela était un simple jeu pour lui. L'instructeur resta silencieux, et son assistant qui le regardait ne pouvait pas en croire ses yeux. Le fameux instructeur, avec ses nerfs de fer, était en train de trembler de manière incontrôlable. Park Sang-do, qui s'amusait avec l'instructeur, entendit soudain la voix des deux frères Doggo. Ces imbéciles avaient repris conscience, et au lieu de procéder discrètement, criaient de toute leur force. Le regard de l'assassin devint froid. Il lança une dernière réplique à l'instructeur, puis se dirigea vers les deux voix qui le provoquaient au combat. Il avait intérêt à faire vite, car il ne tarderait pas à commencer son petit jeu. Voyant l'assassin s'éloigner, Yuna ouvrit discrètement les yeux. Elle essaya de réveiller Sang-soo. Il avait la bouche ouverte. Dormait-il réellement? Utilisant ses pieds, elle enleva ses chaussures et tendit son pied vers le visage de son compagnon. Alors qu'elle allait le toucher au visage, Sang-soo tourna sa tête vers elle, lui demandant ce qu'elle faisait. Essayait-elle de le réveiller à l'odeur? Embarrassée, Yuna se redressa. Elle prévoyait de le réveiller en le pinçant du bout des doigts. Sang-soo continua à la regarder avec un air suspicieux. Il était pourtant réveillé depuis le tout début. Yuna était toujours aussi embarrassée, mais ils étaient dans une situation dangereuse et il devait trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Elle se mit à la tâche immédiatement, essayant de défaire ses liens. La voix de Sang-soo interrompit ses tentatives, lui demandant ce qu'elle faisait. Elle se tourna vers lui et fut choquée de voir que ses mains étaient déjà libres. Devant son regard incrédule, Sang-soo prétendit qu'il venait de se libérer. Mais en réalité, il avait défait ses liens au moment où Park Sang-do avait approché Yuna. Il n'allait quand même pas le laisser lui faire du mal, sans intervenir. Voyant à quel point il était décontracté, dans une situation aussi critique, Yuna précisa que ce n'était pas un simple cas d'enlèvement. Après tout, le kidnappeur était autrefois un membre du Glory Club. La libérant de ses liens, Sang-soo répondit qu'il le savait. Il se mit ensuite à marcher, dans la même direction qu'avait emprunté l'assassin plus tôt. Et d'un ton mystérieux, il demanda à Yuna si elle appréciait les jeux de hasard. Ailleurs, les deux frères Doggo avaient repris conscience et s'étaient libérés, laissant place à leur arrogance habituelle. Ils firent face à Park Sang-do, pensant qu'il s'agissait d'un simple employé. Son petit stratagème était plutôt pas mal, mais ils étaient en pleine mission et il avait intérêt à leur dire où se trouvait le fils du président s'il voulait rester en vie. L'assassin se tint immobile, regardant les deux jeunes hommes avec amusement. Soudain, un sourire effrayant apparut sur son visage. Ils avaient la langue bien pendue pour des petits morveux. Mais qu'importe, il leur proposera un pari. Les deux frères sous-estimaient énormément l'homme qui se tenait devant eux et acceptèrent le pari sans même savoir de quoi il s'agissait. Pendant ce temps, l'instructeur qui entendait le tout à l'autre bout du fil conduisait aussi vite qu'il le pouvait pour atteindre ses élèves. Il ne fallait surtout pas accepter le pari. Après tout, personne n'avait jamais gagné de pari contre cette personne. Voyant l'expression confiante des deux frères, l'assassin se mit à expliquer les règles. S'ils gagnent, il libérera le fils du président. Mais s'ils perdent, leur insolence leur coûtera leurs jambes. Et avec un sourire, il sortit deux lames géantes, à la forme assez particulière. À la vue de l'arme, les deux frères étaient excités à l'idée du combat. Il avait une tête d'employé ordinaire, mais il était plutôt intéressant. D'un mouvement brusque, ils déchirèrent leur t-shirt, exposant leurs muscles saillants. Ils allaient s'assurer de le mettre sur un fauteuil roulant dès aujourd'hui. L'assassin les regardait avec calme. Il balança ensuite l'une de ses lames au pied de Hyang. Il n'avait aucune intention de profiter de leur désavantage. Après tout, un pari n'était amusant que lorsqu'il était équitable. Le sourire calme de l'homme criait au danger, mais les deux frères n'en virent rien. Leur orgueil avait obscurci leur jugement. D'un mouvement rapide, Hyang se saisit de l'arme et se rua en avant. Le maniement du couteau était sa spécialité et il en était le meilleur combattant de sa promotion. Il se mit alors à enchaîner les attaques, chacune plus rapide que la précédente. Malgré son âge, l'homme n'était pas particulièrement fort. Tous deux utilisaient la même technique. Et Hyang pensait que si le combat venait à se prolonger, il en ressortirait vainqueur. Cependant, cette pensée lui échappa lorsqu'il ressentit une coupure sur son visage. C'était étrange, ils avaient pourtant la même lame.
Pourquoi était-il donc le seul blessé? Mais l'homme ne lui laissa aucune chance de reprendre ses esprits et trancha avec sa lame en direction de son visage. Hyang fut pris de court, mais parvint à dévier le coup mortel à la dernière seconde. Il prit du recul et examina son adversaire, puis l'arme. Il avait enfin compris, ce salaud l'avait bien eu. À la différence de son arme, la lame qui lui avait refilée n'avait pas de tranchant. Il leva ensuite les yeux et vit que l'homme le dévisageait, avec un sourire perturbant sur le visage. À ce moment précis, Song-Soo et Yuna arrivèrent sur les lieux. Ils étaient là pour les aider, mais Hyang leva sa main pour les arrêter. C'était leur combat, et ils seraient victorieux, qu'importe le prix. Et de toute manière, s'ils n'arrivaient pas à vaincre l'homme à lunettes, les deux autres ne le pourraient pas non plus. Ils n'avaient qu'à se tenir à l'écart et à les regarder faire. Les deux frères se tinrent côte à côte, faisant face à Park Sang-do. Le vieux binoclard était fort, mais ce n'était rien comparé à ce qu'ils avaient subi en grandissant. La dernière épreuve pour quitter l'orphelinat s'appelait le mois de l'enfer. Pendant cette période, les enfants étaient transportés dans une jungle, au milieu de nulle part. Ils devaient survivre tout un mois durant, sans eau ni nourriture, et avec comme arme un simple pistolet et une balle unique, dans un endroit regorgeant de bêtes sauvages. La balle de pistolet qui leur était offerte était utilisée de manière différente, pendant une chasse qui avait mal tourné, ou encore pour trahir un ami. Mais pour certains, c'était la seule échappatoire à la souffrance. Les deux frères avaient refusé d'abandonner et avaient continué à se battre pour survivre. Ils s'étaient jurés de ne pas utiliser leurs balles jusqu'à la toute fin. Ils savaient qu'un jour, ces deux balles détermineraient leur destin. Finalement, ce jour arriva et leur adversaire était un ours géant, sorti tout droit des fins fonds de la jungle. À la fin du mois infernal, ils découvrirent qu'ils étaient les deux seuls survivants parmi les centaines d'orphelins envoyés dans la jungle. C'est alors qu'ils entendirent parler d'un jeune garçon connu sous le célèbre nom de disciple Pietro. Dans les 58 années d'existence de l'orphelinat, il était le seul à avoir survécu sans utiliser de balles. Les deux frères avaient passé leurs 10 dernières années à essayer de devenir comme cet assassin légendaire. Un adversaire comme Park Sang-do n'était qu'un obstacle parmi tant d'autres sur leur chemin. Avec un mouvement rapide, les deux frères se jetèrent sur leur adversaire. Jay plongea vers lui, l'attrapant par la taille. Il fit ensuite un signal à Hyang, qui sauta par-dessus son frère avec une grande agilité, puis trancha vers la tête de l'assassin d'un mouvement rapide. Cependant, Park Sang-do saisit facilement le bras de Hyang et le regarda avec un sourire. Ils avaient parié une jambe, mais ils n'avaient aucun problème à ajouter un bras à la mise. Il n'eut aucune réponse, et Hyang lâcha la lame qu'il tenait à sa main. Même si la lame n'avait pas de tranchant, il pouvait toujours le poignarder avec. Et au même moment, Jay attrapa la lame qui tombait, et aussitôt attaqua l'assassin de plein fouet. Mais aussi élaboré qu'était leur plan, la différence de technique était trop importante. Et d'un mouvement brusque, l'assassin brisa l'arme avec sa propre lame. Pensait-il sérieusement pouvoir devenir comme Pietro? Il pointa ensuite sa lame vers les deux frères. C'était un kukri, une machette assez spéciale, 3 fois plus lourde qu'un poignard ordinaire, et l'arme qu'il avait maniée pendant toute sa vie. Une lame plus rapide qu'un couteau et plus lourde qu'une hache. L'arme parfaite pour tuer. Les deux frères n'étaient pas intimidés par la démonstration de force de l'homme. Ils se ruèrent vers lui, usant de leur vitesse, mais ce dernier était plus rapide. En un instant, il était devant eux, enchaînant plusieurs coups rapides pour terrasser ses adversaires. Sentant leur conscience s'estomper, les deux frères réalisèrent la force effrayante de l'homme. Mais il était trop tard. Ils tombèrent à terre, sous les cris alarmés de Yuna. Park Sang-do se tourna vers elle. Il ne les tuera pas, puisqu'ils n'étaient que des enfants. Mais il devait quand même récupérer ses gains, une jambe de chacun des deux. Il prit position et leva sa machette en l'air, visant la jambe de Hyang. L'instructeur, toujours au bout du fil, lui cria de les épargner. Sur place, Yuna l'implora de s'arrêter, mais Park Sang-do les ignora. Quand soudain, une voix calme prononça la seule phrase pouvant attirer l'attention de l'assassin. Était-il intéressé par un pari? Sang-Soo s'avança vers l'homme, lui proposant de doubler les enjeux. S'il venait à perdre, il offrira ses 4 membres, ainsi que sa tête. L'assassin leva les yeux, amusé par l'offre du jeune homme, et décida de l'accepter. Comme les deux frères avant lui, il lui jeta une machette, disant qu'un pari n'était amusant que s'il était équitable. Entendant cela, Yuna cria à Sang-Soo que la lame de la machette était défectueuse, mais cela importait peu au jeune homme, qui avait déjà choisi son arme. Un plateau en métal, avec des motifs de fleurs. Cela lui suffira amplement. Voyant cela, Park Sang-do essaya de se retenir, puis explosa de rire face au jeune homme, qui voulait l'affronter avec un plateau à la main. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ri de la sorte. Cela dit, il n'allait pas le ménager, et avec une vitesse fulgurante, il se rua vers le jeune homme, sa machette à la main.
Son premier coup, destiné à fendre son adversaire en deux, fut esquivé par le jeune homme. Park Sang-do enchaîna alors plusieurs attaques, visant les points vitaux du jeune homme, qui utilisait son plateau métallique comme un bouclier. Malgré qu'il fût impressionné par l'ingéniosité de son adversaire, l'assassin se mit en position, déterminé à en découdre. Combien de coups pourrait-il parer avec un plateau pareil? L'instructeur qui conduisait en direction du parc d'attractions ne put s'empêcher de paniquer. Il n'entendait plus rien au bout du fil. Que s'était-il passé? Était-ce trop tard? Ses souvenirs se ravivèrent dans son esprit. Les événements de ce jour-là, il ne pouvait pas les laisser se reproduire. C'était il y a des années. Park Sang-do, malgré son jeune âge, était tout aussi épris des jeux de hasard. Ce jour-là, il était dans un casino, faisant face à une employée extrêmement nerveuse. Il lui demanda de parier avec lui. Allait-il s'en sortir vivant? Derrière lui se tenait une équipe d'assassins, envoyés par l'organisation, tous armés jusqu'aux dents. L'instructeur, encore jeune à l'époque, faisait partie de cette équipe-là. Park Sang-do avait causé tellement d'incidents que l'organisation avait préféré se débarrasser de lui. Avec une équipe faite d'assassins de rang B, Park Sang-do était condamné. Mais hélas, ils avaient sévèrement sous-estimé la force de ce monstre, dont la maîtrise de la lame surpassait les capacités humaines. Ce jour-là, l'instructeur désormais infirme avait survécu, mais l'assassin en lui avait succombé. L'attaque monstrueuse de Park Sang-do atteignit le jeune homme et parvint à fondre le plateau en deux. Il le regarda ensuite d'un ton moqueur. Il avait été chanceux sur tout le long, mais à présent, son unique bouclier était détruit. Yuna, observant la scène, sortit son couteau. Elle se devait de l'aider, mais la voix calme du jeune homme interrompit ses pensées. Une arme pareille n'était pas censée être utilisée de la sorte, mais qu'importe. Regardant les deux morceaux tranchés du plateau, il resserra son emprise monstrueuse, écrasant les rebords pour en faire des poignées, sous le regard choqué de Yuna. Il avait certes perdu un bouclier, mais grâce à lui, il avait désormais une arme. Park Sang-do, qui semblait confiant, commençait à douter de l'identité réelle du jeune homme. Était-ce réellement un simple étudiant? Son esquive à ce moment-là était d'une précision hallucinante. L'homme se mit à enlever sa veste, signalant qu'il allait prendre le combat plus au sérieux. Il lança ensuite sa veste sur le jeune homme, l'aveuglant momentanément. Il devait vérifier si c'était de la chance qui avait sauvé ce dernier, ou bien ses propres capacités. Il s'élança alors à une vitesse incroyable, franchissant la distance qui les séparait en quelques secondes, et enchaîna plusieurs attaques meurtrières, tranchant son adversaire à multiples reprises. Il se mit ensuite à sourire. Il l'avait sûrement touché cette fois-ci. Il avait senti sa lame le trancher. Cependant, avec une vitesse fulgurante, le jeune homme se matérialisa derrière lui. Son attaque meurtrière visait son cou. Pendant une fraction de seconde, Park Sang-do avait senti la mort l'approcher, mais se ressaisit et se mit à reculer en vitesse. Du sang se mit à couler de sa main, qu'il avait utilisée au dernier moment pour se protéger le cou. Une seconde de retard, et sa carotide aurait été tranchée, signant son arrêt de mort. Comment était-ce possible? Était-ce réellement un étudiant? Le jeune homme continua de le fixer d'un air inexpressif, prêt à passer à l'attaque. Park Sang-do eut soudainement une réalisation. L'arme du jeune homme ne pouvait pas trancher à travers ses habits et ne pouvait pas non plus bloquer sa machette. La seule option pour lui de le vaincre serait de viser son cou exposé. Le jeune homme se rua vers lui une fois de plus, extrêmement rapide, attaquant à une vitesse dépassant sa capacité à suivre. Park Sang-do était de plus en plus choqué au fil de la bataille. La question n'était plus si son adversaire était un étudiant, mais plutôt s'il était humain. Yuna, observant le combat, savait que la machette de l'homme était très puissante, au point qu'un coup pouvait être fatal. Mais en revanche, elle était aussi très lourde, ralentissant ses mouvements et donnant à Sang-soo un avantage précieux. Cependant, sa réflexion fut soudainement interrompue lorsqu'une ligne rouge apparut sur le visage de Sang-soo, indiquant qu'il avait été touché. Comment était-ce possible? Il était pourtant plus rapide. Soudain, la voix de Park Sang-do retentit. Il était très important d'utiliser la bonne arme pour tuer un rat comme lui. Et d'un mouvement de ses mains, il révéla des couteaux cachés à l'intérieur de la machette. En voyant cela, Sang-soo réalisa que sans le poids de son arme, son adversaire deviendrait sûrement plus rapide. Aussitôt que la machette toucha le sol, Sang-soo aperçut l'extrémité d'un couteau devant ses yeux. Son adversaire était devenu tellement rapide qu'il était à présent difficile de suivre ses mouvements. Sang-soo arriva quand même à bloquer les attaques de l'homme. Sur le côté, Yuna vit que l'avantage de vitesse de Sang-soo avait disparu. Son adversaire semblait être une personne complètement différente. Mais quelque chose était étrange. L'arme qu'il utilisait était faite pour poignarder, mais ce dernier la balançait dans tous les sens, essayant de trancher son adversaire avec. Alors qu'elle réfléchissait à cela, Park Sang-do commençait à perdre patience. Il trouva finalement une opportunité de viser le cou de son adversaire, et aussitôt plongea sa main vers ce dernier.
Mais pour une raison étrange, son attaque s'arrêta à quelques centimètres du jeune homme. Sa poignée de main s'affaiblit soudainement, laissant tomber le couteau qu'il tenait. Incrédule, Park Sang-do regarda son couteau tomber à terre, ne comprenant pas pourquoi il ne pouvait plus tenir son arme. Le jeune homme le fixa d'un air calme. Ne pouvait-il plus mettre de force dans ses mains? Après un moment de silence, ce dernier réalisa finalement que le jeune homme n'avait jamais visé son cou. Il visait plutôt ses mains depuis le tout début. Ses mains étaient à présent couvertes de coupures. Il regarda alors son adversaire d'un visage impassible. Qu'avait-il fait à ses mains? Le jeune homme le regarda froidement. Il avait tranché tous les ligaments, les muscles et les nerfs nécessaires pour utiliser sa main. Il avait usé des bords tranchants du plateau pour cela, car depuis le début, il n'avait jamais eu l'intention de tuer son adversaire. Park Sang-do resta silencieux, refusant d'accepter sa défaite. Comment était-il possible d'être aussi fort? Il était de plus en plus terrifié par ce monstre devant lui, se demandant combien de victimes avait-il déjà dévoré. Sang-soo ignora le visage terrifié de son adversaire, et comme si de rien n'était, froissa le plateau en métal, en faisant un gant autour de sa main. Il se tourna ensuite vers l'homme. Il avait dit qu'un simple plateau ne pourrait jamais vaincre une machette en acier. Il se mit alors en position. Il allait lui montrer comment un œuf pouvait détruire un rocher. La peur commença à se saisir de Park Sang-do, et son esprit sombra dans de lointains souvenirs. Des garçons plus âgés brutalisaient un jeune garçon attaché à un arbre, allant même jusqu'à uriner sur son visage. Le regard du jeune garçon était plein de haine. Chaque jour, il pensait à tuer ceux qui le maltraitaient, mais il n'avait ni la force, ni le courage de les affronter. Son quotidien était parsemé de douleur et de peur, de chagrin et de haine. Jusqu'à ce jour, où un incident l'avait éveillé à un monde différent. Ce jour-là, le garçon était enfermé dans une pièce, avec des chiens féroces. Terrifiés, il suppliait leur maître de ne pas les laisser l'attaquer. Mais le tyran se moqua de lui et lui proposa un jeu cruel. S'il arrivait à battre les deux chiens, il le laissera tranquille. Le jeune garçon était persuadé qu'il allait mourir quand il entendit pour la première fois cette phrase qui changea sa vie à tout jamais. Voulait-il faire un pari? Comme animé par une force étrange, il se mit debout, se jeta sur les chiens, les repoussant avant de s'attaquer à son oppresseur avec un visage terrifiant. Ce jour-là, il avait découvert que parier avec sa vie en jeu le rendait plus fort. Il n'était plus le petit garçon peureux, mais un tueur impitoyable, aux compétences inégalées. Les paris étaient devenus sa drogue, et il les gagnait toujours. Park Sang-do fut soudainement ramené à la réalité lorsqu'un uppercut dévastateur lui déforma le visage, l'envoyant culbuter en arrière. Effrayé et désespéré, il ne pouvait croire à ce qui lui arrivait. L'impitoyable jeune homme se débarrassa de son gant, déterminé à finir le combat à main nue. Il se rua vers son adversaire, qui dans un acte désespéré, sortit une grenade, menaçant de tout faire exploser, y compris les otages, enfermés dans les valises. Croyant avoir l'avantage, il ordonna ensuite au jeune homme de se mettre à genoux. Ils étaient venus récupérer le fils du président. Dans ce cas, ils avaient intérêt à lui obéir. Yuna était alarmée. Ce psychopathe avait fourré les otages dans des valises. Et si la grenade explosait, ce serait la fin. Le jeune homme resta calme, sa tête baissée et son expression sombre. Park Sang-do perdait patience et se mit à crier. Avait-il envie de mourir? Il s'agenouille immédiatement. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le jeune homme, tel une ombre, se tenait devant lui. Il saisit alors la grenade et la mit dans la bouche de son adversaire. Le jeune homme retira ensuite la goupille et sa voix était glaciale. Il avait intérêt à serrer la mâchoire s'il voulait rester en vie. Il le regarda ensuite droit dans les yeux, serrant son poing d'un air féroce. C'était ça, une vraie menace. Il se mit ensuite à le battre violemment, le frappant aux côtes, alors que ce dernier essayait de garder la grenade en place, enchaînant avec un coup de pied au ventre, puis un coup de poing dévastateur au visage, qui le cloua au sol, toujours avec la grenade dans la bouche. Il resta à terre, serrant la mâchoire, les larmes aux yeux. Le jeune homme remit alors la goupille en place, lui disant d'arrêter de chialer comme un enfant. Son regard était terrifiant. Leur petit jeu était loin d'être fini. Affolé, Park Sang-do se remit sur pied et commença à bégayer, les larmes aux yeux, suppliant le jeune homme de l'épargner. Il allait libérer tous les otages qu'il avait kidnappés, mais par pitié qu'il arrête de le battre. Soudain, l'instructeur fit irruption dans la pièce, soucieux de sauver ses élèves. Mais ce qu'il vit devant lui le laissa sans voix. Park Sang-do, l'assassin impitoyable qui lui avait autrefois coupé la jambe, était désormais agenouillé à ses pieds, suppliant en sanglots d'être épargné. Mais cela n'était pas tout. Ses élèves étaient indemnes, semblant avoir plus de peur que de mal. Sang-soo ignora le regard confus de l'instructeur et se saisit des deux frères inconscients. Il était temps pour eux de quitter les lieux. C'est ainsi que prit fin l'incident d'enlèvement des otages. Le fils du président, ainsi que le reste des enfants furent sauvés, et leur ravisseur fut placé dans un sac mortuaire
en vue d'être transféré au QG de l'organisation. Bien que les assassins chargés de le transporter étaient déçus de voir le tristement célèbre Park Sang-do pleurer comme un enfant terrifié, l'instructeur était perdu dans ses pensées. Le cauchemar qui avait mis fin à sa vie d'assassin n'était plus, mais il avait du mal à croire que ses jeunes élèves avaient géré une situation aussi critique. Bien que l'histoire lui semblait extrêmement douteuse, Sang-soo avait affirmé que ce n'était pas lui qui avait appréhendé Park Sang-do, mais qu'importe, tout allait bien à présent. Quelques jours plus tard, les 4 membres du groupe étaient devenus des tueurs officiels de l'organisation. Ils étaient à présent des assassins de rang D, mais la nouvelle ne plaisait pas à tout le monde. Hyung était révolté, ils avaient pourtant capturé un puissant assassin de rang A. Yuna leur conseilla de se taire et de se concentrer sur leurs tâches présentes. C'est alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant 2 femmes extrêmement musclées. Les 2 frères étaient terrifiés et se mirent à appuyer frénétiquement sur les boutons pour fermer les portes, pensant qu'ils étaient au mauvais étage. Mais une voix les interrompit, leur souhaitant la bienvenue. À la vue de la belle femme, qui disait les attendre, les 2 frères se mirent à appuyer avec plus de frénésie pour ouvrir les portes. Ignorant leur comportement étrange, la femme leur demanda de la suivre et les conduit dans un bâtiment luxueux, les informant que le président leur était redevable depuis qu'ils avaient sauvé son fils unique. En conséquence, il avait donné des instructions pour qu'ils soient traités comme les plus prestigieux des invités. Un banquet fut alors organisé à leur honneur et ils furent offerts des habits de la plus haute qualité. Les 2 frères étaient euphoriques, jamais ils n'avaient reçu un tel traitement, mais leur surprise était loin d'être finie. La femme se dirigea vers une porte géante, les informant que c'était l'événement principal de la journée. Elle ouvrit les portes et révéla une pièce énorme, remplie d'armes de toutes sortes et de munitions. Tout était organisé dans des vitrines immenses, s'étendant à des centaines de mètres. Le groupe DA possédait les meilleures armes du monde, et en tant que principal sponsor du Glory Club, le président avait décidé de les récompenser avec autant d'armes qu'il le souhaiterait. Immédiatement après, les 2 frères, qui se vantaient de leur capacité à se battre sans armes à feu, étaient à présent tellement chargés d'armes qu'il leur était impossible de bouger. La jeune femme les regarda avec un sourire mal à l'aise, les rassurant que les armes de leur choix leur seront livrées plus tard dans la journée. Pendant ce temps, Yuna était éblouie par la qualité des couteaux et ne pouvait pas croire qu'on leur offrait des objets pareils. Cependant, elle se sentait coupable de ne pas avoir aidé dans le combat et pensait ne pas mériter de récompense. De son côté, Sang-soo était préoccupé par autre chose. Il avait déjà utilisé toutes ses armes dans sa vie passée et ne pouvait pas prendre le risque de se faire reconnaître. Il choisit alors un stylo-plume, simple d'apparence, laissant la femme choquée de le voir satisfait avec si peu. Peu après, elle l'informa que le président les attendait. Les 2 frères étaient excités à l'idée, mais la femme précisa qu'elle avait reçu l'instruction d'escorter uniquement Sang-soo pour voir le président. Une fois dans l'ascenseur, la femme se mit à converser avec Sang-soo, le félicitant pour l'excellent choix du stylo-plume, ce à quoi il répondit qu'il avait utilisé un modèle pareil par le passé. La femme était surprise, c'était pourtant un modèle unique, fabriqué il y a plus de 40 ans. Sang-soo essaya de se dérober en disant que c'était un legs de son grand-père. Mais la femme était de plus en plus curieuse. N'avait-il pas grandi dans un orphelinat? À son grand soulagement, ils étaient arrivés à destination, mettant fin à l'interrogatoire de la jeune femme. Cette dernière le guida vers le bureau du président, puis se retira. Sang-soo regarda l'homme devant lui avec curiosité. C'était Choi Yu-chang, le président de la plus puissante entreprise militaire du monde. Après un bref échange de salutations, Sang-soo demanda au président la raison de sa convocation, ce à quoi il répondit de manière mystérieuse. Il avait simplement voulu le rencontrer. Cela dit, il pourrait y avoir une raison pour lui d'être là. Après tout, il connaissait sa réelle identité. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt pour la suite.